Je m'appelle Graham West. En franchissant les portes dorées de Langford Hall, j'ai senti l'incrédulité me serrer la poitrine. Je n'étais pas censé être ici officiellement. Je n'avais aucun droit sur la liste des invités, pas de bracelet d'escorte, pas de badge avec un nom en lettres scintillantes annonçant ma présence. Et pourtant, j'étais là, debout sous des lustres en cristal, à fredonner des conversations, serrant contre moi une unique invitation portant le monogramme gravé de quelqu'un d'autre. Au cours des mois qui ont suivi la finalisation de notre divorce, j'avais observé de loin la vie de Cassandra s'épanouir en pages de magazines sur papier glacé, en événements philanthropiques, en collecte de fonds 5 étoiles et en discours accrocheurs prononcés avec un sourire posé. Or, en cette chaude soirée de printemps, le gala de charité de son nouveau mari célébrait l'excellence locale en affaires et en philanthropie, une expression si large qu'elle pouvait englober n'importe qui, ou personne du tout. En fait, ce flou était mon passeport. Personne ne me reconnaissait jusqu'à ce que je décide de les faire. Je déambulais entre des tables drapées de lin ivoire, des serveurs portant des plateaux de flûte à champagne qui accrochaient la lumière tels des rangs de diamants, et des groupes de femmes en robe haute couture et d'hommes en smoking sur mesure qui échangeaient civilité et cartes de visite avec un enthousiasme robotique. L'air embaumait le bois ciré et les roses, un lieu propice au bavardage et aux dons ostentatoires. Les messages circulaient avec un charme méthodique, se penchant pour saluer des voisins qu'ils connaissaient à peine. Leur rire relevait plus de l'apparence que de l'amusement. Je me suis rappelé ce que j'avais ressenti, il y a des années, en arrivant ici, en tant que compagne de Cassandra, main dans la main, lui promettant que j'étais bien plus que des feuilles de calcul et des notes de service. Elle m'avait qualifié de colonne vertébrale silencieuse, puis avait renoncé à cette colonne vertébrale dès que j'avais manifesté des signes d'ambition. Ce soir-là, j'étais de nouveau anonyme. Un fantôme hantant les couloirs que j'ai contribué à financer. Un témoignage silencieux de tout ce qu'il pensait comprendre. Je me suis arrêté devant un mur de miroirs gravés des noms des donateurs. Des rangées de plaques polies commémoraient les contributions par ordre alphabétique précis. Sous Langford et Langford Enterprises brillait une plaque de laiton éclatante. La fondation familiale Langford. Je me suis permis un petit sourire en privé. J'avais financé cette fondation, pas anonymement, remarquez. J'avais envoyé un généreux chèque des semaines auparavant. J'avais cru à la vision de Cassandra, bien avant de découvrir que sa vision avait toujours été plus vaste que moi. En voyant mon œuvre rassemblée dans son nouvel héritage, je me sentais à la fois justifié et vide, un choc de fierté et de ressentiment. Un photographe a pris un instantané à quelques centimètres de mon épaule, immortalisant mon reflet dans la vitre. Et j'ai failli me détourner, craignant d'être exposé. Mais au lieu de cela, j'ai relevé le menton, baissé les épaules et laissé le frisson s'apaiser si j'étais une ombre sous ces projecteurs. C'était mon propre choix. En scrutant la foule, j'ai aperçu Cassandra elle-même, rayonnante de confiance au centre d'une foule bien orchestrée. Elle a ri d'une blague que je n'ai pas entendue. J'ai été illuminé par cette étincelle qui me réchauffait autrefois de l'intérieur. Ses boucles blondes scintillaient comme de l'or filé, le rouge de sa robe luisait sur sa peau. Elle était belle, impeccable, intouchable. J'avais soif de ce rire, de cette étincelle, jusqu'à ce qu'il devienne une arme contre mes complexes. Ce soir, elle l'a de nouveau brandi, déployant tout le charme nécessaire pour captiver journalistes et membres du conseil d'administration. Je me suis écarté tandis qu'elle quittait une conversation pour en rejoindre une autre, préparant des victoires à chaque mot mesuré. Sa posture était immuable. Son regard était indéfectible. Aux yeux du monde, elle avait perfectionné l'art de la réinvention. Je me souvenais seulement de qui elle avait autrefois prétendu que j'étais. Juste un gratte-papier, avait-elle dit, avant de passer à quelqu'un qui méritait davantage sa place. C'était agréable de la voir s'installer dans cette même salle de bal. Ignorant que l'homme qu'elle avait autrefois rabaissé était déjà présent, méconnu et sans peur, je me suis frayé un chemin à travers un groupe agglutiné autour de la scène où Travis Langford, son nouveau mari, s'apprêtait à prononcer son discours d'ouverture. C'était un bel homme aux larges épaules, au sourire expert et à la voix chaleureuse. Les invités se tournèrent vers lui, levant leur verre en guise de remerciement. Je longeais le bord du cercle, volontairement invisible. Le plus personne ne le remarquait. Pourtant, à cet instant, je goûtais à la plus douce ironie. J'avais passé des années à travailler en coulisses, à peaufiner des algorithmes et à décrocher des contrats qui avaient bâti l'entreprise qu'elle vantait désormais comme sa propre réussite. La soirée était chargée, comme le calme avant la tempête, invisible mais palpable au plus profond de soi. Je sentais chaque regard prêt à changer de direction, chaque conversation,
attendant la bonne étincelle. Et je gardais cette étincelle en tête, répétant le mot qui changerait le cours des conversations polies, fondateur. Je me suis placé au fond, suffisamment près pour profiter du silence lorsque Travis a fait un geste vers le mur des donateurs et a salué ceux qui croient en l'innovation communautaire. Le rire de Cassandra a résonné une dernière fois avant qu'elle ne marque une pause, vers levé, observant son public avec une satisfaction suprême. J'inspirais doucement, tendant chaque muscle. Puis, avec l'aisance de quelqu'un qui avait préparé ce moment en privé pendant des mois, je m'avançai. Les conversations s'essoufflèrent. Les lignes du cou s'affaissaient tandis que des grappes se dénouaient, formant un couloir entre moi et le couple de Langford. Le photographe baissa son appareil, surpris. Je m'approchai de Travis et lui adressai un hochement de tête amical. « Félicitations pour le gala, dis-je. C'est spectaculaire. » Il cligna des yeux, réalisant clairement qu'il ne connaissait pas mon nom. Les yeux de Cassandra se plissèrent, ses joues se décolorant. Les applaudissements polis s'essoufflèrent, remplacés par des murmures curieux. Et là, je souris, d'un léger pincement des lèvres, et me préparai à dire la vérité que personne n'attendait. L'instant était lourd, à 2 doigts de la reconnaissance. Mon pouls résonna dans mes oreilles tandis que je m'apprêtais à prendre place parmi les noms gravés sur ce mur de donateurs. Il suffirait d'un mot. Elle était là. Cassandra Langford. Anciennement Cassandra West, avait le don de transformer n'importe quelle pièce en scène. Et ce soir-là, vêtue d'une robe cramoisie qui scintillait sous les lustres telle la chaleur d'un feu, elle dominait la salle de bal comme si elle avait été conçue pour elle seule. Je me tenais près du mur du fond, presque dans l'ombre, à la regarder bouger. Ce n'était pas seulement la façon dont la robe lui collait aux pieds, ni la façon dont ses cheveux étaient coiffés en ondulations parfaites. C'était cette aura, ce rire si particulier qui résonnait dans l'espace avec une précision chirurgicale. Elle riait comme si chaque blague était une ovation debout, comme si chaque auditeur était un fan admiratif. Et elle n'avait jamais imaginé que ce son pourrait être un coup de poignard pour quiconque savait ce qui se cachait derrière. Ce rire avait une signification particulière pour moi. Je croyais qu'il signifiait qu'elle était heureuse avec moi, avec nous, avec la vie que nous construisions. Mais maintenant, des années plus tard, je savais qu'il n'en était rien. Cassandra ne riait pas de joie. Elle riait pour être entendue. Elle riait pour rappeler aux gens qu'elle était en train de gagner. L'intensité de sa joie était à la mesure de la taille de son public. Peu importait que la blague soit drôle ou que le moment appelle à l'hilarité. Si les yeux étaient braqués sur elle, le spectacle commençait. Je déplaçai mon poids, ajustai le revers de ma veste et m'appuyai légèrement contre la colonne de marbre à côté de moi. L'événement bourdonnait autour d'elle. Un orchestre de jazz fredonnait dans un coin, des serveurs s'agitaient avec leurs plateaux, des photographes prenaient d'innombrables photos spontanées. Mais Cassandra était la pièce maîtresse. Elle tenait la cour devant un cercle de riches donateurs et de célébrités locales, souriant comme si rien dans sa vie n'avait jamais faibli, comme si l'histoire qu'elle racontait au monde était ininterrompue. Et puis, comme si le destin ne pouvait s'empêcher d'être théâtral, elle me vit. Nos regards se croisèrent de l'autre côté de la salle, et sa réaction fut si brève que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais moi, si. Son sourire se figea une demi-seconde. Le verre dans sa main trembla légèrement. Puis, avec un timing expert, elle le masqua d'un sourire narquois, le même qu'elle avait arboré lors de nos séances de médiation pendant l'audience, où elle s'était battue pour la moitié de tout, y compris le mérite d'une entreprise qu'elle n'avait jamais créée. Elle pencha la tête sur le côté comme si j'étais un rebondissement inattendu dans un scénario qu'elle avait déjà écrit. Ce sourire narquois était riche de 1000 nuances, l'amusement, l'agacement, et quelque chose de plus froid, de plus profond. Le message implicite était clair. Tu n'es pas censé être là. Mais elle ne me fit pas signe d'approcher. Elle ne me salua pas. Non, ce n'était pas son style. Elle voulait que le public se demande d'abord qui j'étais. C'était toujours le jeu de Cassandra. Même au début de notre relation, elle avait besoin d'attention comme d'oxygène. Lors des dîners de famille, elle racontait des histoires à moitié vraies, bien embellies, toujours avec elle comme protagoniste. Lors des premières réunions de notre entreprise, alors que nous n'étions qu'une jeune entreprise fonctionnant dans 2 salles et un bureau partagé, c'est elle qui se portait volontaire pour parler aux investisseurs. Non pas parce qu'elle comprenait le métier, mais parce qu'elle savait tenir une salle. Je ne lui en ai jamais voulu. En fait, pendant longtemps, je lui en ai été reconnaissant. Son charme nous offrait des opportunités impossibles.
Mais ce même charme s'est peu à peu transformé en contrôle, en manipulation. Elle est devenue accro à l'image du succès, pas à la substance. Je me souvenais de notre première soirée de lancement de produits. À l'époque où West Dynamics n'était encore qu'un algorithme bêta, nous étions un petit groupe à fêter ça avec du champagne bon marché et des crevettes trop cuites. Cassandra portait une robe argentée ce soir-là, moins sophistiquée, plus pleine d'espoir. Elle me tenait la main comme si nous étions des partenaires, et non des personnages de deux films différents. Mais même à ce moment-là, je voyais l'étincelle dans ses yeux quand on lui demandait qui elle était et quel rôle elle jouait. Elle répondait avant moi. Je l'aide à rendre les choses ennuyeuses passionnantes. C'était sa façon de dire qu'elle était la seule raison pour laquelle on s'intéressait à elle. Et elle avait toujours besoin de quelqu'un pour jouer le contraste. L'homme honnête face à son interprète, l'homme discret face à sa vedette. C'était moi. Je bus lentement une gorgée d'eau, laissant la fraîcheur m'ancrer. Je n'avais pas besoin de l'approcher. Pas encore. C'était mieux ainsi, la laissant sentir la tension monter à chaque seconde qui passait. Elle me jetait des coups d'œil incessants, car Cassandra ne pouvait ignorer ce qu'elle ne contrôlait pas. C'était son défaut fatal. La musique changea. Un violoncelle rejoignit l'orchestre avec un arrangement lent et mélancolique. Les conversations affluèrent, les rires fusèrent, et Cassandra se pencha vers son cercle d'admirateurs, les éblouissant avec une histoire que je n'entendais que partiellement. Une histoire de négociation avec une entreprise européenne, émaillée de plaisanteries qui firent éclater de rire poliment son public. Elle gesticulait avec élégance, dressant le portrait d'une femme qui naviguait avec grâce et précision dans le pouvoir. Mais j'avais connu l'autre côté. Je connaissais le chaos qui accompagnait son image soigneusement soignée. Un jour, elle avait jeté un vase en cristal contre le mur de notre salon parce que je lui avais dit que nous ne pouvions pas nous permettre une autre séance photo pour le bulletin d'information de l'entreprise. C'était avant Travis, bien sûr. Avant qu'elle ne trouve quelqu'un de plus disposé à financer son image. Je me demandais s'il était au courant de ses dépenses, de la dette qu'elle avait dissimulée sous nos deux noms, de sa façon d'utiliser son charme comme une lame, tranchant quiconque n'applaudissait pas assez vite. Je la surpris à me regarder à nouveau. Cette fois, son sourire narquois avait disparu. Ses lèvres se pincèrent en un sourire poli tandis qu'elle s'excusait de son cercle, mais elle ne se dirigea pas vers moi. Elle tourna le dos, se dirigeant plutôt vers la scène principale où Travis s'apprêtait à prononcer son discours d'ouverture. Toujours en attente, toujours au centre de la scène. Cassandra ne s'approchait jamais, sauf si elle avait un angle de prise de vue en sa faveur. Et je restais où j'étais, juste un atout supplémentaire dans un océan d'élégance. Mais au fond de moi, je savais quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose que la salle ignorait. Je n'étais pas un simple invité surprise. J'étais l'histoire. Des origines que personne n'avait lues. J'étais la partie silencieuse de l'héritage qu'elle revendiquait désormais comme sien. Et j'en avais assez du silence. Le champagne était froid, vif et creux, tout comme les mots flottants dans la salle. Chaque tintement de verre était un faux toast. Chaque compliment posé sur l'épaule d'un invité semblait répété. Debout près d'un des piliers de marbre qui encadraient la salle de bal, je sirotais lentement, laissant les bulles pétiller au fond de ma gorge. Alors que Cassandra et Travis commençaient leur tournée, ils se déplaçaient comme des rois. Travis dans un smoking sur mesure si impeccablement taillé qu'il a probablement coûté plus cher que ma première voiture. Et Cassandra dans cette robe rouge chatoyante, son sourire aiguisé comme un scalpel. La foule s'écartait devant eux comme la marée devant une arche dorée. Chacun avide d'un mot, d'une poignée de main, d'une photo. Cassandra n'avait même pas besoin de parler pour s'imposer. Sa présence faisait le gros du travail. Et Travis, Dieu le bénisse, se contentait de jouer le mari fier qui a eu de la chance. Je n'avais plus ma place dans leur histoire. Pas dans la version qu'ils avaient vendue à cette salle. Mais la vérité était que cette salle portait mes empreintes partout. Les donateurs, les bénéficiaires, la fondation même qu'ils encensaient ce soir-là. Tout cela a pu exister grâce au financement initial issu d'un accord conclu il y a 4 ans. Le genre de financement qui ne faisait pas la une des journaux, mais qui bâtissait des empires en silence. Cassandra avait déformé le récit au fil du temps, s'était érigée en philanthrope, en visionnaire. Il était plus facile de réécrire l'histoire lorsque l'architecte se retirait des projecteurs. J'avais autrefois tout fait pour préserver son image. Maintenant, je la regardais briller, sachant à quel point elle était bâtie autour d'une mission. La foule encerclait l'événement principal, un mur recouvert de velours au centre de la salle.
Travis, tout enthousiaste, accompagnait les invités d'un clin d'œil et d'une plaisanterie sur la révélation des véritables héros de la soirée. Cassandra s'accrochait à lui, la main légèrement posée sur son avant-bras, guidant la conversation. Lorsque le voile fut enfin retiré, un élégant mur des donateurs apparut, du granit noir poli comme de l'obsidienne, gravé de rangées de noms plaqués or. J'ai reconnu certains de mes anciens clients, d'anciens amis, des gens qui m'avaient autrefois pris pour un simple coursier ou un simple agent d'exploitation, des gens qui avaient cru à la version de Cassandra de notre passé. Et puis c'est arrivé. Travis, rayonnant de ce charisme inné, a pointé du doigt l'une des plaques près du sommet et a dit assez fort pour que tout le groupe l'entende, « J'espère que cette année, nous collecterons plus que des salaires de simples gratte-papier. » Un éclat de rire a suivi. Le genre de rire que l'on lâche quand on ne sait plus quoi faire. Gêné, performatif, un peu trop fort. Cassandra n'a pas manqué sa file d'attente. Elle s'est penchée, feignant l'humilité, et a ajouté, comme mon ex. Il travaillait dans l'administration, remplissant les formulaires. Je suppose que quelqu'un doit bien faire les choses ennuyeuses. Ce ne sont pas les mots qui ont touché. C'est la façon dont elle l'a dit. Léger, naturel. Comme si réduire une décennie de sacrifices, de nuits de travail et de feuilles de calcul, de stratégies silencieuses en coulisses à une blague de bureau était la chose la plus naturelle au monde. Cette fois, le rire n'était pas seulement gênant, il était excessif. Trop de gens en faisaient trop. Serrant leur flûte de champagne, ils riaient la bouche ouverte et les yeux perçants, se demandant si c'était cruel ou juste une autre chute d'une histoire qu'ils ne connaissaient pas assez bien. Je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'avais appris cette leçon depuis longtemps. Quand quelqu'un se moque de vous, ne réagissez pas, laissez-le jouer son rôle. Laissez-le supposer que vous êtes toujours la version de vous-même qu'il a abandonnée. C'est comme ça qu'on gagne à long terme. J'ai rattrapé Maya en train de l'autre côté de la pièce. Elle n'avait pas ri. Son expression était tendue, ses lèvres pincées, ses yeux oscillant entre moi et Cassandra. Elle savait quelle avait été la dès les premiers jours. Elle avait vu ce que je construisais pendant que Cassandra poursuivait les optiques. Elle m'adressa un léger hochement de tête, presque imperceptible, puis détourna le regard, hésitant probablement à prendre la parole. Et puis il y avait Liam Kell, debout près du mur des donateurs, son téléphone à la main, non pas enregistrant, mais observant, se souvenant. Liam était le genre de journaliste qui ne gaspillait pas un titre en ragot. Il attendait ces moments-là, où quelqu'un en révélait plus qu'il ne le voulait. Il ne rit pas non plus. J'ai laissé l'instant s'étirer. Je suis resté planté là, faisant tournoyer le reste du champagne dans mon verre, laissant leur moquerie résonner dans l'espace entre nous comme de la fumée. Le son s'estompa lentement, remplacé par de nouveaux bavardages et une nouvelle série de présentations. Travis était trop occupé à absorber les compliments pour se rendre compte qu'il venait d'insulter l'homme qui, discrètement, finançait la moitié de la salle. Et Cassandra, eh bien, Cassandra ne regardait jamais en arrière une fois qu'elle sentait qu'elle avait le dessus. Mais le truc avec le dessus, c'est qu'il dépend entièrement de la perception. Changer de perspective et tout change. Je me suis éloigné du pilier, contournant lentement le rassemblement, m'arrêtant juste avant le mur des donateurs. J'ai scruté les noms scintillants, les lisant un par un jusqu'à atteindre un espace vide près du sommet. Cet espace vide était réservé aux donateurs anonymes comme moi. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon silence avait toujours été stratégique, protecteur. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je ne voulais pas d'anonymat. Je voulais de la reconnaissance, pas des applaudissements, pas une scène, juste une fissure dans le masque qu'ils arboraient si fièrement. Je me suis légèrement retourné, apercevant le profil de Cassandra qui penchait la tête en arrière dans un autre rire. Ses yeux scrutaient la salle comme un projecteur, en quête d'affirmation, de jalousie, de pouvoir. Elle ne me voyait pas encore, mais elle le verrait. Je savais que la question viendrait bientôt. C'est toujours le cas dans ce genre de salle. Un jour, quelqu'un me demanderait qui j'étais. Un jour, le bon visage se tournerait vers moi et comprendrait que quelque chose clochait. Cassandra m'avait dépeinte comme une note de bas de page ennuyeuse dans son récit d'origine. Mais les notes de bas de page, lues à voix haute, ont tendance à réécrire tout le chapitre. Alors, j'ai attendu. Et quand Travis s'est retourné pour se resservir et m'a repéré, la curiosité perçante dans son expression, j'ai su que nous n'étions qu'à quelques minutes du changement. La pièce avait été bâtie sur des mensonges. Mais la vérité avançait déjà vers le devant de la scène. Je n'ai pas bronché.
Pas quand ils ont ri. Pas quand Cassandra a prononcé cette phrase avec la même aisance répétée qu'elle avait utilisée lors de son témoignage lors de notre divorce. On apprend avec le temps que les gens se moquent de ce qu'ils ne peuvent mesurer. C'était toujours son mécanisme de défense. Elle ne pouvait pas m'expliquer, alors elle me rabaissait. Plus facile comme ça, plus sûr. Une petite boîte bien rangée étiquetée, administratif, pour que personne ne prenne la peine d'approfondir. Mais ce qu'elle oubliait, ce que les gens comme elle oublient toujours, c'est que les fondations ne font pas de bruit. Elles soutiennent la structure tandis que le reste de la maison s'en attribue la tenue. Pourtant, il ne s'agissait plus que de moi. C'est ce qui a fait la beauté de cette soirée. Différent. De l'autre côté de la pièce se tenait ma transe, sirotant un verre de vin rouge et observant tout avec le calcul las de quelqu'un qui a survécu à suffisamment d'embuscades en salle de conseil pour pressentir qu'une tempête se prépare. Elle me connaissait depuis le début. À l'époque où West Dynamics n'était qu'un rêve à moitié endormi, défilant sur une douzaine de bloc-notes et de barres blanches. À l'époque où Cassandra appelait mes prototypes des gribouillis techniques et riait au bruit de mes frappes tout en regardant des émissions de télé-réalité dans la pièce d'un accent grave côté. Maya ne riait jamais. Elle posait des questions. Elle proposait des corrections. Elle remettait en question mes modèles. Elle croyait aux mathématiques avant que les résultats ne fassent la une des journaux. À côté d'elle se tenait Liam Kell, nonchalamment adossé à une table basse, comme s'il n'enregistrait pas chaque mot de la pièce. Il n'avait plus son téléphone en main, mais je savais qu'il n'en était rien. Liam enregistrait mentalement avant même d'appuyer sur « Enregistrer ». Il ne tenait pas de chronique people. Il n'était pas là pour la mode ou les tabloïds. Liam Kell ne se montrait que dans les lieux publics. Là où quelqu'un allait être exposé, élevé ou détruit. Le genre d'homme qui sentait le sang dans l'eau avant même l'arrivée des requins. Ils le savaient tous les deux. Ils ne disaient encore rien, mais ils le savaient. La façon dont Liam regardait sans cesse le mur des donateurs, moi et lui. La façon dont Maya ne regardait jamais Cassandra directement, se contentant d'étudier ses contours comme pour confirmer un soupçon qu'elle nourrissait. Je sentais la pièce bouger sous son propre poids, comme le premier craquement d'un lustre avant qu'il ne s'écrase. La file d'attente n'était pas encore arrivée. Celle qui briserait l'air et forcerait tout le monde à prêter attention. Mais elle était proche. Je me suis frayé un chemin à travers la foule. Plus seulement une ombre, mais pas non plus complètement sous les projecteurs. Les gens se retournaient, me remarquaient vaguement quand quelqu'un ne correspond pas, comme un visage qu'on reconnaît presque dans un rêve. Quelques-uns hochaient poliment la tête, pensant probablement que j'étais le rendez-vous galant de quelqu'un ou un consultant qu'ils avaient oublié avoir engagé. L'avantage de ne jamais être tape à accent grave l'œil, c'est que personne ne soupçonne que vous êtes la personne derrière le rideau. C'est plus sûr comme ça. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus, c'est arrivé. Travis Langford, soigné, charmant, préparé, se tourna vers moi. Son verre venait d'être rafraîchi, de la condensation dégoulinait sur le cristal, et il paraissait sincèrement détendu pour un homme qui venait de rabaisser quelqu'un en public. Peut-être pensait-il encore être sous le charme des applaudissements du mur des donateurs. Ou peut-être était-il le genre d'homme à ne pas se souvenir des personnes qu'il insultait. Quoi qu'il en soit, il sourit. Un sourire vraiment curieux. Aucune malice. Juste ce charme de cocktail qui adoucit l'ignorance. Alors, Graham, qu'est-ce que tu fais maintenant? Simple. Innocent, lancé comme un rameau d'olivier, mais il n'en avait aucune idée. Cassandra, à côté de lui, s'était figée une fraction de seconde. Ses doigts se resserrèrent autour du pied de son verre. Elle ne tourna pas la tête vers moi, pas complètement, mais son corps s'immobilisa comme un cerf qui entend une brindille craquer dans les bois. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle ne le savait tout simplement pas. Je ne savais pas quelle forme cela prendrait. Je ne répondis pas immédiatement. Laissai le silence s'étirer, juste assez longtemps pour être remarqué. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Le cercle était plus petit maintenant. Les conversations autour de nous s'étaient interrompues, l'oreille tendue, les sourires s'estompèrent. Que fais-tu maintenant? Je repensais aux heures que je passais à la table de la cuisine, à étudier les postes budgétaires pendant qu'elle envoyait des textos à des amis pour des dégustations de vin. Aux nuits où je restais au lit à lire des articles de revue sur le développement de l'IA pendant qu'elle regardait des comédies romantiques avec le volume trop fort. À la fois où j'avais signé les papiers de notre divorce, elle avait ricané et m'avait dit « Bonne chance pour transformer des feuilles de calcul en quelque chose d'important ». Nous y étions.
J'ai croisé le regard de Travis. Je suis le fondateur, dis-je simplement. Calme, clair. Un seul mot, mais il fit comme une goutte d'encre dans un verre d'eau, se répandant doucement, irrémédiablement. Travis cligna des yeux. Je l'ai trouvé. C'était la fissure. Juste une fine fissure à la surface. Je n'ai pas eu besoin de la fracasser. La pièce me ferait cet effet. Cassandra me regarda enfin, non plus avec assurance, mais avec calcul. Elle scrutait mon visage à la recherche de la fin de la phrase. Fondateur de quoi? À quel jeu jouais-je? Et c'est alors que Liam s'avança, aussi décontracté que d'habitude, mais avec cette lueur dans les yeux, le genre qui annonçait qu'une histoire venait de lui tomber dessus. Vous êtes Graham West, dit-il en sortant déjà son téléphone. Le Graham West, fondateur de West Dynamics, l'entreprise d'IA qui venait de signer le contrat de défense, allait, une fois audible. Le teint de Cassandra s'évanouit comme une fuite lente d'un visage crevassé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. Le regard de Travis passa de Liam à moi, puis revint à Cassandra, la confusion se transformant en quelque chose de plus perçant. Vous êtes ce West? Demanda Travis, la voix un peu plus faible. Et je hochai la tête une seule fois. Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, car c'était le signal. La pièce n'était plus la leur. Elle était la mienne. Un mot. Il n'en fallut pas plus. J'ai regardé Travis, puis Cassandra, et j'ai laissé le son s'échapper avec la clarté calme de quelqu'un qui n'avait plus besoin de permission pour exister. Je l'ai trouvé. Ça n'a pas crié. Ça ne s'est pas vanté. Ça s'est simplement tenu là entre nous, encre en l'air. Et dans les secondes qui ont suivi, son son a tout défait. Le rire ne s'est pas arrêté comme ça. Il s'est effondré comme une teinte arrachée de son poteau central. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des lèvres. Les conversations se sont tues en plein milieu d'une phrase. Le bourdonnement de la salle s'est atténué jusqu'à ce qu'on entende presque le groupe caler. Incertain s'ils avaient raté une file d'attente ou si quelque chose de plus grave venait d'exploser, j'ai vu la prise de conscience se propager. D'abord à Travis, puis aux gens derrière lui, et enfin à Cassandra, dont la bouche s'était légèrement ouverte de confusion. Fondatrice de quoi? Marmonna quelqu'un près du bar. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car Liam Kell s'est avancé avant même que je puisse respirer. Il leva son téléphone comme une torche et parla plus fort que nécessaire, savourant visiblement l'instant. Vous êtes Graham West, dit-il. Graham West Dynamics, l'entreprise d'IA qui venait de signer le contrat de défense. Il ne le dit pas comme une question. Il le dit comme une révélation. Comme s'il avait passé la nuit à ruminer cette information, attendant que le château de cartes de Cassandra finisse par trembler. Et voilà qu'il tenait son titre. Quelqu'un haleta. Une autre voix, trop forte, répéta, « Attendez, quoi ?» Maya Tran apparut à côté de Liam. Ses sourcils se haussèrent comme si elle venait de voir un magicien percer un mensonge et en extraire la vérité. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin non plus. Ses yeux étaient rivés sur le visage de Cassandra. Je tournai la tête et la regardai. Cassandra, toujours sa flûte de champagne à la main, tremblait légèrement. Son visage, toujours si impassible, était impassible. Ni furieux, ni gêné, juste stupéfait, comme quelqu'un qui aurait mal lu un livre familier et qui réaliserait seulement maintenant que la fin n'était pas celle qu'il pensait. Travis fit un pas en arrière, puis se tourna vers Cassandra pour lui demander conseil, comme un homme qui se serait trompé de salle lors d'une fête qu'il était censé organiser. Cassandra, murmura-t-il. C'est la même chose? Mais elle ne répondit pas. Elle me fixait toujours, et je voyais le passé la rattraper en temps réel. Ses souvenirs se réécrivaient. Les feuilles de calcul dont elle se moquait. Les factures de serveur que je payais avec mes économies. Les week-ends où je disparaissais dans le code pendant qu'elle buvait de la sangria au bord de la piscine. Toutes les fois où elle avait balayé ma vision comme un fantasme. Ce n'étaient plus des choses à oublier ou à plaisanter. C'étaient des preuves inébranlables. Inévitables. Je m'approchais du mur des donateurs, non pas pour attirer l'attention, mais parce que j'avais besoin d'un endroit où poser mon verre. Le champagne avait tiédi, mais il pétillait encore. C'était ironique. Les gens commençaient à chuchoter à mon sujet tout autour de moi. Ils commençaient à reconstituer le tout. Pourquoi le nom de West leur avait semblé familier?
Pourquoi Maya s'était tue plus tôt? Pourquoi Liam n'avait pas ri à la blague du gratte-papier? Ceux qui avaient le plus ri étaient maintenant ceux qui jetaient des coups d'œil aux sorties ou faisaient semblant d'être occupés au téléphone. Une femme près de Cassandra lui toucha doucement le bras et dit « Tu n'as pas dit que c'était ton ex ». Elle ne répondit pas. Elle cligna des yeux, toujours figée. Et c'est ce qui me frappa le plus. Parce que Cassandra avait toujours été vive, pleine d'esprit, impitoyable quand on la coinçait. Mais ce soir, d'un seul mot, je lui avais enlevé la seule chose sur laquelle elle avait toujours compté, le contrôle. Travis fut le premier à tenter de se reprendre. Il s'éclaircit la gorge, rajusta sa veste et me tendit la main. « Eh bien, dit-il avec un sourire trop large. Tu as certainement rendu cet événement plus intéressant. » Je n'en avais aucune idée. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, ai-je répondu en lui serrant brièvement la main. C'est un peu le but. Il a ri maladroitement et s'est écarté. Maya s'est alors approchée. Tu as encore du timing, a-t-elle murmuré, non sans gentillesse. Je n'ai pas planifié ça, ai-je dit. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas parfait. J'ai jeté un coup d'œil à Liam, qui tapotait déjà son téléphone comme s'il écrivait le paragraphe principal dans sa tête. Cassandra a capté le mouvement et a finalement parlé. Liam, a-t-elle dit de sa voix. Ce n'est pas une histoire. Il n'a même pas levé les yeux. Tout est une histoire, Cassandra. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles en sont une. J'ai vu le reste de sa fierté se dégonfler. Pas de façon spectaculaire. Ni avec des larmes ni des cris. Juste un lent et silencieux dénouement. Sa main s'est baissée, le verre toujours plein. Ses lèvres se sont serrées. Ses yeux ont cherché un coin où s'échapper. Et pourtant, je n'ai rien dit. Parce que la vérité n'avait pas besoin d'être mise en valeur ce soir. Elle n'avait pas besoin d'être bruyante. Il lui suffisait de rester immobile assez longtemps pour être vue. Et pour une fois, je la laissais parler sans interférence. L'homme qu'il qualifiait de simple administrateur était celui dont ils avaient lu les articles dans Forbes. L'homme qu'elle avait quitté parce qu'il était trop petit était devenu quelqu'un qu'ils étudiaient maintenant dans des rapports de cas. Je n'étais pas un rebondissement dans son histoire. J'étais l'histoire. Un mot avait fait ce que des années de défense n'avaient jamais pu faire. L'avoir trouvé. Et cette salle ne l'oublierait jamais. Maintenant, ils écoutaient. Les mêmes personnes qui m'avaient poliment ignoré pendant la première heure de la potence suivaient soudain mes moindres faits et gestes. Les visages, qui s'étaient confondus dans le bruit, étaient maintenant tournés, les yeux fixés, les bouches légèrement entr'ouvertes, réévaluant tout ce qu'ils pensaient savoir. Je n'eus pas besoin de dire un mot de plus. Le silence entre nous faisait l'affaire. Cassandra devint pâle comme un fantôme. Ses mains, toujours si posées, serraient sa flûte de champagne avec une pression excessive. Je remarquai son pouce tremblant contre le verre. Elle ne parlait pas, peut-être. Je ne pouvais pas. Je me demandais si elle se souvenait de notre dernière conversation en face à face. Elle avait regardé par-dessus la table de médiation et m'avait dit avec un sourire pincé que je manquais d'envergure, que je ne voyais pas assez grand pour la vie qu'elle imaginait. Ces mots m'avaient suivi comme un fantôme, chuchotant dans les salles de réunion et les conférences téléphoniques, me poussant à passer des journées de codage de 18 heures et à conclure le premier contrat qui m'offrait une seconde chance. Et maintenant, elle regardait sa vieille conclusion se briser comme du verre bon marché sous le poids de la vérité. Et Travis, il laissa échapper un sifflement bas, essayant de faire passer cela pour de l'admiration. « Attends, tu es bien ce West ?» J'ai hoché la tête une fois. Inutile d'embellir. Laissons la salle faire le reste. Derrière lui, la salle de bal changea. Les conversations avaient changé. Je voyais des groupes de personnes faire des gestes dans ma direction, se murmurant des noms, consultant leur téléphone sous les nappes pour consulter les gros titres et les biographies. West Dynamics, une ascension silencieuse de l'IA militaire. Le modèle disruptif de Graham West révolutionne les contrats de défense nationale. Internet avait. J'avais une mémoire plus longue que Cassandra. Puis Maya s'avança, son expression oscillant entre la justification et la curiosité. « N'as-tu pas parlé au Forum mondial de l'innovation le trimestre dernier ?» demanda-t-elle comme si elle ne connaissait pas déjà la réponse. « Si, dis-je calmement. Sur l'éthique des systèmes de prédiction neuronale, voilà. » C'est à ce moment-là que le changement s'est finalisé. La situation a basculé si vite que j'en ai presque eu le vertige.
Les questions affluaient et j'y répondais lentement, pensivement, comme si je ne faisais pas seulement partie de la pièce, mais que j'en possédais une partie, ce qui était le cas, au sens propre du terme. Ils n'avaient tout simplement pas remarqué. Une serveuse passa et offrit du champagne. Cassandra tressaillit lorsque le plateau la toucha du coude et que quelques gouttes de son verre se répandirent sur le tapis. Elle ne s'en aperçut même pas. Trop occupée à me fixer, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle essayait de rembobiner les 10 dernières minutes et d'imaginer une fin alternative. J'ai failli la prendre au dépourvu à ce moment-là, mais je me suis souvenu des dîners où elle soupirait pendant que je lui expliquais l'architecture du système. Blague qu'elle a faite à ses amis sur mes notes de codage, comment elle a ri une fois pendant une dispute et a dit « Graham, je n'ai pas épousé le potentiel. J'ai épousé la convenance. » Je n'avais plus rien de commode maintenant. Travis était plus calme, les mains dans les poches, le poids de l'omission de Cassandra s'installant sur ses épaules. Sa posture se raidissait chaque fois que quelqu'un se penchait pour me demander. Il nous regardait sans cesse, comme s'il essayait soudain de calculer quelle part de l'empire de sa femme avait été bâtie sur le dos de quelqu'un d'autre. Liam s'était assoupi, mais pas loin. Il se tenait près du bord de la foule, observant. Son téléphone était de retour dans sa main, et il ne faisait même plus semblant de naviguer nonchalamment. Il écrivait déjà. Et Cassandra, réalisant enfin que l'oxygène avait quitté son côté de la pièce, s'avança. « Graham, dit-elle d'une voix douce, trop douce pour son jeu habituel. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? » Mais je l'interrompis doucement. « Dis quelque chose plus tôt. » J'inclinai la tête. « Tu n'as rien demandé. » C'était une vérité simple, sans venin, et c'est ce qui la rendait piquante. Je la voyais chercher un moyen de reprendre le contrôle, mais les outils habituels. Ça ne marchait pas. Elle ne parvenait pas à se sortir de là par le charme. Impossible de la faire taire. Le sourire qu'elle tentait d'esquisser vacilla et s'évanouit. La salle ne se ralliait plus à elle. Elle l'observait, la jaugeait. Je me suis rapproché du mur des donateurs et j'ai fait un geste vers l'un des espaces vides en haut. Pas de nom, pas de plaque, juste du granit noir propre et intact. J'ai fait un don anonyme il y a des mois, ai-je dit en me tournant légèrement pour que ma voix porte. La foule murmura à nouveau. Quelqu'un applaudit. Un autre lança un petit « Waouh » discret. Travis cligna des yeux, les lèvres serrées. Maintenant, Cassandra semblait vouloir disparaître dans le velours sous ses talons. Je n'étais pas là pour humilier qui que ce soit. C'est ce que personne ne comprend jamais dans des moments comme celui-ci. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de revanche. Il s'agit de révélation. Les gens comme Cassandra ne s'épanouissent que dans des récits soignés. Des histoires dont ils sont les héroïnes. Où le partenaire abandonné n'était qu'un chapitre qu'il valait mieux ne pas évoquer. Mais ce soir, son histoire avait une nouvelle épilogue. L'homme dont elle se moquait autrefois était celui dont le nom flottait désormais dans la foule comme un roi. Et il ne riait pas. Il était simplement présent. Je ne jubilais pas. Je n'élevais pas la voix. Je répondais simplement aux questions lorsqu'elles se présentaient. Je disais la vérité lorsqu'on me la demandait. Laissais la salle se réajuster autour d'une réalité qui avait été dissimulée derrière la fiction de quelqu'un d'autre. Finalement, des gens se sont approchés de moi, demandant des cartes, proposant de se rencontrer lors de petits déjeuners ou de conférences. Je souriais poliment, acceptais leurs offres sans m'engager à quoi que ce soit. Non pas par arrogance, mais parce que ce soir, il ne s'agissait pas de construire quelque chose de nouveau. Ce soir, il s'agissait de boucler la boucle. J'ai croisé le regard de Maya une fois de plus avant que la salle ne commence à se calmer. Elle leva légèrement son verre. Je lui rendis son geste. Aucun mot n'échangea entre nous, mais son hochement de tête en disait long. Bien joué. La soirée continua. La musique reprit. Les serveurs ajustèrent leur parcours. Le monde continuait de tourner. Mais je savais qu'il ne tournerait plus tout à fait de la même manière pour Cassandra. Et cela suffisait. Réécrire l'histoire est facile quand l'autre personne reste silencieuse. Cassandra avait toujours compté là-dessus. Elle avait passé des années à peaufiner sa version de notre histoire. Comment elle m'avait élevé, inspiré, poussé. Comment j'étais juste un type gentil et fiable qu'elle avait dépassé une fois sa raison d'être trouvée. C'est ce qu'elle racontait autour d'un verre de vin lors d'interviews pour des magazines, où elle portait des blazers de taille trop serrés et parlait de courage et de réinvention. Mais je me souviens de la vraie histoire.
J'ai rencontré Cassandra alors que j'étais analyste des opérations back-end, travaillant 80 jours par semaine dans une entreprise de logistique, avec des lumières vacillantes et un café rassis en salle de pause. Elle était intérimaire en marketing, rêvant déjà de plus grandes choses. Elle adorait l'idée d'ambition tant qu'elle brillait en surface. Elle plaisantait en disant que les tableurs lui donnaient de l'urticaire. Cela ne me dérangeait pas. Je pensais que les contraires s'équilibraient. Elle apportait de la couleur, j'apportais de la structure. Je construisais les systèmes et elle les mettait en valeur. C'était notre rythme au début. Je construisais aussi quelque chose d'autre à l'époque, quelque chose que personne ne voyait. West Dynamics n'était pas encore une entreprise. C'était un document Google. À l'époque, c'était un algorithme défilant sur une centaine de post-it et au dos de reçus. Je codais tard le soir après le travail, les yeux secs à force de fixer les écrans. Elle passait devant la chambre d'amis où j'avais installé un bureau improvisé et levait les yeux au ciel. Encore une nuit à chuchoter à l'oreille des robots, disait-elle. J'en riais. Comme toujours. Elle qualifiait ma vision de fantasme dans PowerPoint. Chaque fois que j'essayais de lui montrer mes progrès, elle me donnait 5 minutes, pas plus, puis changeait de sujet pour parler d'une émission qu'elle regardait ou d'un commentaire d'un collègue du jour. Si la conversation ne portait pas sur elle, elle se désintéressait. Mais je ne lui en ai pas tenu rigueur à ce moment-là. Je pensais qu'elle avait besoin de temps. Je pensais qu'elle comprendrait une fois que je lui montrerais les résultats. Le financement n'est pas venu rapidement. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai emprunté de l'argent à des amis auxquels je n'ai plus parlé depuis. Quand j'ai enfin décroché notre premier client, une entreprise de transport de Phoenix qui voulait tester mon itinéraire prédictif. Mannequin, je me souviens avoir couru dans la chambre comme une gamine brandissant un trophée. Je lui ai dit qu'on avait une chance, que ça pouvait marcher. Elle m'a regardé depuis le miroir de courtoisie, en se brossant les cheveux. Graham, a-t-elle dit, c'est mignon, mais un client, ce n'est pas une affaire. C'est un hasard. J'ai digéré ça. J'ai tout digéré. Finalement, j'ai arrêté de lui montrer les nouvelles. Quand j'ai embauché un associé, elle n'a même pas demandé qui. Quand j'ai atteint un chiffre d'affaires à 6 chiffres, elle était trop occupée à organiser un voyage à Tulum avec ses amis. Elle n'a pas demandé d'où venait l'argent supplémentaire. Elle a juste supposé que l'augmentation de mon travail principal était arrivée. Elle ne voulait rien savoir. Lorsqu'elle a rencontré Travis, elle m'a dit qu'elle se sentait comprise, qu'il comprenait le monde qu'elle voulait construire. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il avait un appartement en attique et qu'il parlait en argumentaires éclairs. Il ne parlait pas de code. Il ne passait pas ses nuits à lire des livres blancs. Il avait une collection de montres et savait prononcer « Pulmeral » lors de dégustation de vin. Le jour où elle m'a remis les papiers, elle n'a pas pleuré. Elle portait des talons et un blazer et m'a annoncé qu'il était temps de nous séparer en beauté. Son avocat attendait dans la voiture. Elle a pris ce qu'elle pouvait. L'appartement, la déco, la moitié des comptes, moins celui que j'avais eu l'intelligence de cacher. Elle est partie avec un sourire narquois et un murmure. J'espère que tu trouveras ce que tu veux faire, Graham. Elle ne m'a jamais demandé ce que j'étais déjà. Pendant qu'elle emménageait avec Travis et transformait son nom en marque, je finalisais le prototype qui nous permettrait de décrocher notre 2e contrat, puis le 5e, et enfin celui qui a attiré l'attention du secteur de la défense. Elle ignorait l'accord de confidentialité que j'avais signé avec le gouvernement fédéral. Elle ignorait l'équipe que j'avais constituée sur 3 fuseaux horaires. Elle ignorait que j'avais pris la parole au MIT, au Forum mondial de l'innovation, à la table ronde de Genève. Parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté de chercher à prouver quoi que ce soit. Mais cela ne signifiait pas que j'oubliais. Je me souvenais de chaque insulte qu'elle murmurait. De chaque rire. Elle partageait ses idées avec des amis à mes dépens. Chaque fois, elle me présentait à quelqu'un comme son cher mari plutôt que comme son partenaire. Et l'ironie, c'est que si elle avait attendu un peu plus longtemps, elle aurait eu tout ce qu'elle voulait. Elle aurait pu être à mes côtés sur les photos de presse, vêtue de cette robe rouge, lors d'un lancement de produit plutôt qu'à un gala financé par quelqu'un d'autre. Mais elle préférait le flash à la fondation. Alors, elle a choisi l'homme à la maison d'épingle plutôt que l'homme au plan. Et maintenant, toutes ces années plus tard, elle se tenait dans une salle de bal, entourée de mon architecture, de mes financements, de ma vision, de ma réputation, pensant que c'était la sienne. Et pendant un temps, peut-être que c'était le cas.
Mais des soirées comme celle-ci ont une drôle de façon de lever le voile. La pièce était différente maintenant. L'histoire avait changé. Il ne la regardait plus seulement. Il me regardait. Et non pas comme l'homme qui avait été marié à Cassandra Langford, mais comme l'homme qui était devenu quelqu'un en silence, sans avoir besoin de son approbation. La véritable histoire avait été écrite en silence, à la sueur de son front, en code, et maintenant, elle était enfin lue à voix haute. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas incliné mon verre ni parcouru la salle pour les applaudissements comme l'aurait fait Cassandra. Je suis resté là, à répondre aux questions qu'ils ont finalement décidé que je méritais de poser. C'est la différence entre Cassandra et moi. Elle avait besoin de ce moment pour se sentir importante. J'ai laissé l'instant me trouver. Travis était encore en convalescence, un peu raide maintenant, son charme répété craquant. Lorsqu'un des conseillers de la fondation s'est penché pour lui demander s'il était au courant de mon implication, il a marmonné quelque chose de vague et a toussé dans son poing comme si la question lui était restée coincée dans la gorge. Cassandra n'avait plus parlé. Elle restait à proximité, sa posture impeccable comme toujours, mais ses mouvements saccadés, retardés, comme une machine conçue pour la performance soudainement mal programmée. L'attention ne s'était pas estompée. En fait, elle revenait plus forte. Quelqu'un s'est approché et m'a demandé si j'étais disposé à être consultant pour un projet éducatif. Un autre a présenté sa carte et a mentionné une connexion mutuelle au conseil d'administration d'une organisation. Sommet mondial des technologies. J'ai répondu poliment, pris les cartes et gardé un ton mesuré. Prudent. Laissons-les tirer leurs propres conclusions. Plus j'en disais, moins j'avais besoin d'en dire. C'est alors qu'un membre du comité de la fondation s'est avancé. D'âge moyen, élégant, légèrement rouge de vin ou de gêne, ou les deux. Il m'a demandé si je serais intéressé par un alignement officiel de West Dynamics sur la mission de la fondation. Quelque chose d'officiel, le genre de partenariat stratégique qu'ils espéraient. Probablement obtenir de Travis. J'ai laissé la question en suspens. Puis je l'ai dit. Je l'avais déjà fait anonymement. Des mois auparavant. C'était une phrase calme, sans éclat, mais qui a fait l'effet d'un choc dans une salle silencieuse. La mâchoire de Travis s'est crispée si fort que j'ai entendu ses dents grincer. Cassandra a cligné des yeux rapidement. Elle s'est avancée comme pour confirmer qu'elle m'avait bien entendu. Vous avez fait un don? Je me suis tourné lentement vers elle. Je croyais au coup. Même si je ne croyais pas aux personnes qui dirigeaient l'entreprise. Quelques invités ont changé de position, ces expressions oscillaient entre gêne et admiration. Quelqu'un étouffa un rire. Cassandra ouvrit la bouche comme si elle avait une réplique en attente. Une réplique cinglante qui lui aurait redonné sa faveur, mais rien ne vint. Il n'y avait pas de scénario pour ce moment. Pas de protocole de guérison pour être publiquement démasqué devant un mur que l'on croyait honorer son propre empire, pour finalement apprendre qu'il avait été construit avec des briques posées par quelqu'un d'autre. Elle s'approcha, la voix basse, presque intime. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ce soir-là? Tu m'as croisé au cabinet. Tu n'as rien dit. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? Demandai-je. Elle hésita. Je ne savais pas. Tu n'avais jamais posé la question. Cela semblait plus difficile que tout le reste. Parce que c'était vrai. Elle ne l'avait pas posé. Ni pendant notre mariage. Ni pendant le divorce, ni dans les années qui avaient suivi. Cassandra ne regardait en arrière que lorsque cela servait son récit. Et mon histoire, calme, méthodique, sans glamour, ne l'avait jamais servi. Ce n'était pas une vengeance, ajoutai-je au bout d'un moment. Je ne l'étais pas. J'essaie de vous embarrasser. Elle m'a regardé comme si elle essayait de déterminer si je le pensais vraiment, mais c'était le cas. Je n'étais pas venu ici pour la détruire. Au contraire, j'étais venu ici pour faire la paix avec la vérité, pour cesser de me cacher, pour entrer dans une pièce où elle m'avait dit un jour que je n'aurais jamais ma place, et le faire sans reculer. Et maintenant que je l'avais fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un jeune journaliste muni d'une carte de presse s'est approché de nous, sentant clairement la tension. M. West, dit-elle en ouvrant un carnet en cuir. Seriez-vous ouvert à une interview cette semaine? Un article sur votre orientation philanthropique? J'ai hoché la tête, ravi de discuter. Je vais demander à mon assistant de me contacter.
Je sentais Cassandra à côté de moi se rétrécir de quelques centimètres. Elle se tourna vers Travis, cherchant peut-être du secours, mais il ne la regardait pas. Il me regardait, calculateur. Son visage était calme, mais ses yeux étaient furieux. J'avais déjà vu ce regard chez des hommes qui comprenaient que l'accord qu'ils pensaient avoir négocié comportait des clauses cachées. Je lui ai adressé un léger hochement de tête, ni une menace, ni un défi, juste un signe que la donne avait changé. J'ai reculé, laissant à la foule le temps d'avaler le changement. Il ne s'agissait pas de prendre possession de la salle. Il s'agissait de ne plus y être invisible. Le reste de la soirée se déroula par fragments. Cassandra resta, mais plus silencieuse maintenant. Elle sourit pour les photos, mais son regard ne suivit pas l'objectif. Travis prononça un bref discours vers la fin, remerciant à nouveau les donateurs, cette fois en omettant le blague précédente sur les gratte-papier. Le mur des donateurs brillait derrière lui comme une confession, et plus personne n'osait prétendre ignorer qui finançait l'événement. Plus tard, alors que les invités commençaient à sortir, quelques-uns m'ont serré la main et ont parlé avec cette politesse exagérée que l'on réserve à quelqu'un qu'on a clairement mal jugé. Je ne leur en ai pas tenu rigueur. C'était le monde de Cassandra, des histoires triées sur le volet, des vérités filtrées et une hiérarchie fondée sur la perception. Alors que j'attendais que le voiturier amène ma voiture, Cassandra est apparue au vestiaire. Seule, sans photographe, sans admirateur, juste elle et le poids de tout ce qu'elle ignorait. Elle s'est approchée, les bras croisés, la voix basse. « Tu aurais dû me le dire », a-t-elle dit. J'ai incliné la tête. Je t'ai dit quoi? Mais je me suis bien débrouillé sans ta confiance. Elle a baissé les yeux, peut-être honteuse, cherchant peut-être encore à déterminer quelle partie de son histoire soigneusement construite était vraie. Je l'ai aidée à enfiler son manteau par réflexe plus que par autre chose. Elle s'est raidie, puis s'est détendue. Tu m'as gêné. Moi, dit-elle doucement. Non, répondis-je, mais mon manteau. J'existais, c'est tout. Je m'éloignai avant qu'elle puisse répondre, car il ne s'agissait plus d'elle. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Le dernier rire n'en était pas un. C'était un souffle calme, une vérité mise à nu, une salle pleine de témoins qui voyaient maintenant ce qu'elle avait refusé de voir pendant des années. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni de vengeance. J'avais mieux. J'étais en paix. Plus tard dans la soirée, après que la salle de bal se fut éclaircie et que la musique se fut apaisée en un murmure lointain, je me retrouvai seul au vestiaire. Le personnel s'agitait comme des fantômes silencieux derrière le comptoir, récupérant les vestes d'une main experte et polie. Mes mains étaient enfoncées dans mes poches, mes doigts effleurant le talon du valet. Mais je ne pensais pas à la voiture. Je pensais à l'expression de Cassandra. Cette fraction de seconde de silence flagrant où elle réalisa que le public pour lequel elle avait toujours joué s'était retourné. Qu'elle avait interprété le mauvais texte pour le mauvais public. Et pourtant, malgré tout, je ne la détestais pas. Elle croyait en la version de moi qui lui convenait. Et quand cette version ne convenait plus à son récit, elle l'abandonnait comme une robe trop petite. Mais la haine? Non. Ce que je ressentais était plus lourd et plus silencieux. Une sorte de deuil pour ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion d'être honnêtes. Le claquement des talons résonna derrière moi, à la fois délibéré et hésitant. Graham, dit-elle. Je ne me retournai pas immédiatement. Laissez simplement le son de sa voix se calmer. C'était la même voix qui autrefois me murmurait à l'oreille des projets pour tard le soir. La même voix qui m'avait demandé si je pensais que nous vieillirions ensemble. Maintenant, elle n'avait plus cette chaleur, seulement le ton cassant de quelqu'un qui ne sait pas s'il a le droit de parler. Je me tournai pour lui faire face. Elle se tenait là, vêtue d'un long manteau gris qui engloutissait le rouge de sa robe. Son maquillage, autrefois impeccable, avait légèrement pâli, son rouge à lèvres était usé au coin, le mascara coulait subtilement sous un œil, mais sa posture était intacte, les épaules carrées comme si elle avait encore quelque chose à défendre. Tu aurais dû me le dire, répéta-t-elle, plus doucement cette fois. Je haussai un sourcil. T'avoir dit quoi? Elle changea de position en voyant que tu faisais tout ça. West Dynamics, les contrats, le succès. J'ai failli rire. Presque. Tu ne voulais pas savoir. J'ai répondu. À l'époque, tu ne demandais rien. Tu partais. Sa bouche s'ouvrit et se referma une fois, comme une faille dans sa confiance. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je lui ai dit,
je me souviens que tu m'avais regardé pendant le dîner, qualifiant mon travail de tâches administratives ennuyeuses. Je me souviens du soir où je t'ai montré le prototype, tu as dit qu'il était mignon, puis tu es parti retrouver tes amis. Et quand je t'ai dit que j'avais besoin de plus de temps, juste quelques mois de plus, tu as dit, j'ai besoin d'un homme qui fasse bouger les gens, pas la paperasse, alors tu as continué. Elle a dégluti difficilement. Je pensais que tu étais coincé, comme si tu avais abandonné. Non, ai-je dit, calme et ferme. Je construisais quelque chose. Tu n'as juste pas attendu assez longtemps pour le voir prendre forme. Elle n'a pas discuté. Pas cette fois. Elle a juste détourné le regard vers les portes vitrées qui scintillaient encore faiblement au reflet des lustres de la salle de bal. Elle a juste sursauté puis s'est arrêtée. Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. J'ai incliné la tête. Ça fait mal de te voir là. Elle a dit au centre de tout cela, maîtrisant la pièce et moi debout à côté de ceux qui se moquaient de toi quelques minutes plus tôt. Ils m'ont regardé comme si j'étais petite, comme si j'avais manqué quelque chose d'évident. Je me suis rapproché, pas en colère, mais pour qu'elle puisse m'entendre sans que le monde entier ne l'entende. Tu ne l'as pas manqué, ai-je dit. Tu l'as ignoré. Elle prit une inspiration, puis me regarda droit dans les yeux. Tu veux que je m'excuse? La question restait là, une offrande fragile. J'ai scruté son visage. Cassandra Langford, qui avait toujours su quoi dire, comment le tourner, comment retomber sur ses pieds. Mais ce soir, elle avait l'air perdue. Pas humiliée, juste perdue. Comme si elle avait traversé le miroir et réalisé que son reflet ne la suivait plus. J'aurais pu lui demander de le dire. J'aurais pu l'exiger. J'aurais pu lister chaque insulte, chaque moment de doute, chaque fois qu'elle avait préféré l'image au partenariat. J'aurais pu lui faire prononcer les excuses que j'attendais depuis des années. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'en vérité, certaines excuses n'ont pas besoin d'être prononcées pour être entendues, et d'autres qui n'auraient aucune importance même si elles l'étaient. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Tu n'en as pas besoin. Non. J'ai marqué une pause. Parce que si tu m'en donnais une maintenant, ce serait juste pour me sentir mieux. Pas pour. Rien ne pouvait arranger les choses. Son expression oscillait entre la blessure et la compréhension. Elle hocha lentement la tête, les yeux baissés. Tu m'as gêné, murmura-t-elle. Non, dis-je doucement. J'existais, c'est tout. Elle leva les yeux. Et cette fois, elle me voyait vraiment. Pas la version de moi qui portait un pantalon kaki et restait silencieuse en réunion. Pas l'homme qu'elle se disait dépasser, mais celui qui se tenait dans une pièce pleine de pouvoir et n'avait pas besoin d'élever la voix pour changer l'atmosphère. Le silence entre nous se prolongea à nouveau. Finalement, elle dit, Travis est furieux. Je souris faiblement. Il devrait l'être. Il a organisé une fête et ignorait que le plus gros donateur se tenait en face de lui. Je ne voulais pas que cela arrive. Je sais, dis-je. C'est ça le problème. Elle ouvrit de nouveau la bouche. Peut-être pour expliquer. Peut-être pour sauver le dernier fragment de ce qu'elle pensait encore exister entre nous. Mais je secouai la tête. Tu as fait tes choix, Cassandra. J'ai fait les miens. Elle me fixa longuement, puis hocha la tête. Bonne nuit, Graham. Bonne nuit. Elle s'éloigna lentement, le bruit de ses talons résonnant à nouveau, de plus en plus faible à chaque pas. Je sortis, laissant l'air froid de la nuit me mordre la peau. Ma voiture s'arrêta, les phares brisant le silence. En me glissant sur la banquette arrière, je jetai un dernier coup d'œil à travers les portes vitrées. Cassandra se tenait juste à l'intérieur, encadrée par une lumière cristalline. Son visage se tourna vers la pièce, comme si elle essayait de comprendre ce que tout cela signifiait. Elle ne comprendrait pas ce soir. Peut-être jamais. Et c'était bien ainsi. Les excuses ne vinrent jamais et je n'en avais plus besoin. Le lendemain matin, mon nom était à la mode. Non pas parce que j'avais fait un discours. Non pas parce que j'avais attiré l'attention sur moi ou exigé une scène. Non, je me contentais d'exister tranquillement, calmement, dans une pièce où les gens avaient déjà décidé de ma valeur. Et cela semblait suffisant. Les petites phrases ne venaient pas de moi, mais de ceux qui étaient là, qui avaient entendu les blagues de Cassandra avant la révélation. Des citations ont refait surface, extraites de conversations informelles où l'on m'avait traité d'ennuyeuse, d'administratrice, d'oubliable.
Maintenant, juxtaposée à mon nom et à mes qualifications, elle se lisait comme des aveux. Ceux-là même qui riaient s'efforçaient de réviser leurs propos. Quelques-uns ont tenté de présenter tout cela comme un malentendu, une plaisanterie inoffensive. Mais la vérité est difficile à interpréter, surtout lorsqu'elle est restée trop longtemps silencieuse. J'étais assise à la fenêtre de mon appartement, une tasse de café noir à la main, à regarder la ville vibrer sous la vitre. Ma boîte mail débordait. Des demandes d'interview, des invitations à participer à des panels, et même un producteur de télévision me demandant si j'envisagerais un reportage sur des fondateurs tech inattendus. Il aurait été facile de dire oui, de me mettre sous les feux des projecteurs et de laisser enfin la lumière réchauffer la peau que j'avais gardée dans l'ombre pendant des années, mais je ne l'ai pas fait. Certains moments n'ont pas besoin d'être monnayés. Il faut juste qu'on s'en souvienne. J'ai décliné les interviews, toutes. Je n'avais pas besoin que le monde sache ce qui s'était passé dans cette salle de bal. Pas de ma part. Assez de gens l'avaient déjà vu. Assez d'yeux s'étaient ouverts. Ceux qui comptaient le savaient, et ceux qui ne le savaient pas, ils ne l'ont jamais su. Il y avait un message d'une entreprise internationale, que Travis courtisait depuis des mois. Ils avaient vu la presse. Ils connaissaient West Dynamics, bien sûr. Ils n'avaient réalisé. Jusqu'à présent que c'était moi, que l'homme que leur cible avait tenté d'exploiter était en réalité la personne derrière le contrat. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à envisager un partenariat. J'ai répondu en 2 mots, pas intéressé. Parce que gagner ne signifie pas toujours rafler la mise. Parfois, cela signifie savoir qu'on aurait pu le faire. En s'éloignant, Cassandra n'a rien dit. Pas directement, mais j'ai appris par une connaissance commune qu'elle essayait de limiter les dégâts, qu'elle avait annulé une apparition dans un podcast, qu'elle avait demandé à la fondation de ne publier aucune photo de l'événement. Je l'imaginais assise dans sa cuisine immaculée, parcourant les articles d'une main tremblante, essayant de repenser son histoire. Mais cette fois, ce n'était pas à elle de la raconter. Cette nuit-là n'avait jamais été une question de vengeance. Je n'y suis pas allé avec l'intention de l'humilier. Je voulais juste voir ce qu'elle avait construit, ce qu'elle avait fait de notre travail commun. Et peut-être, discrètement, je voulais qu'elle me voie. Non pas la version qu'elle avait abandonnée, mais l'homme que j'étais devenu, l'homme que j'avais toujours été. Et elle l'a vu. Dans chaque scintillement de ses yeux, dans chaque phrase balbutiée et chaque silence trop long, je l'ai vu. De la reconnaissance, du regret, et autre chose. Pas vraiment de l'envie, mais la proximité de quelque chose à laquelle elle n'avait plus accès. Du pouvoir, peut-être. La paix. Le genre de paix qui naît de savoir qu'on n'a plus rien à prouver. Celle qui se mérite, pas celle qu'on déclare. On dit toujours que la meilleure vengeance est le succès, mais j'ai appris que ce n'est qu'en partie vrai. La meilleure vengeance n'est pas le succès, c'est l'indifférence. C'est se montrer sans avoir besoin de voler la vedette. C'est laisser la vérité faire ce que le temps n'a pas pu faire, puis s'en aller sans avoir besoin d'applaudissements. J'ai pris une longue gorgée de café et j'ai regardé le vieux plan encadré sur le mur. Version 1.0 de l'algorithme qui a tout commencé. Des marges griffonnées, des taches de café, un pli plié au centre où je l'ai une fois fourré dans un dossier de manille et je l'ai lancé dans une pièce qui n'était pas prête. Cassandra avait roulé des yeux sur ce plan une fois, a dit, il semble que la classe de mathématiques se soit lancée sur du papier. Drôle, ce même document avait maintenant construit des systèmes utilisés sur 2 continents et financé des subventions éducatives pour les filles et la robotique. Il avait assuré des emplois pour les anciens combattants et la cybersécurité. Il avait une vie d'une manière ou d'une autre. Et il n'y avait presque jamais existé parce que quelqu'un que j'aimais ne pouvait pas le voir pour ce que c'était. Rester fidèle à la personne qu'elle n'a jamais connue. Ta voix.